Merci à tous avant tout d'être présents ce matin, un peu plus tôt que pour les autres conférences. Donc, je m'appelle Steven Dolbeau et je suis associé chez Anima. C'est moi qui ai le privilège ce matin d'animer cette rencontre, mais vous allez m'aider parce que je vais poser quelques questions. L'idée, c'est aussi que ce soit vraiment un échange et qu'on puisse être dans un moment interactif et où vous puissiez poser vous-même vos questions. On en a récupéré quelques-unes sur le site internet qui avait été posté au moment de vos inscriptions. Il y en a certaines que je vais reprendre, d'autres que je poserai à la fin si vous n'avez pas d'inspiration. Je suis accompagné pour cet échange de Séverine Joanneau, qui est donc déléguée générale de Tenerdis, qui est donc le pôle de compétitivité des énergies basé en Rhône-Alpes. Et puis, donc on ne le présente plus, François Gemène, qu'on va avoir le privilège d'interviewer aujourd'hui, qui est donc co-auteur du 6e rapport du GIEC et professeur à HEC. Et ben commençons par le commencement, commençons tout de suite avec une question peut-être un peu à brûle pour point, j'ai envie de dire. Je pense que votre expérience, elle est indispensable aujourd'hui pour éclairer une compréhension des défis climatiques. J'aimerais commencer le dialogue en explorant la compatibilité du libéralisme en fait avec les impératifs de la crise économique. Vous avez un positionnement là-dessus qui est un peu différent de celui qu'on peut entendre de la part notamment des auteurs du GIEC. Et donc j'aimerais avoir un peu votre point de vue dans le contexte actuel. Est-ce qu'il est encore possible de concilier une approche libérale avec des mesures drastiques requises pour lutter contre le changement climatique? Merci, bonjour à tous, bonjour à chacune et à chacun. Merci de vous être déplacés ce matin. Et effectivement, cette première question que vous posez sur la compatibilité du système économique actuel avec les mesures drastiques et radicales qui sont imposées par l'urgence climatique, c'est une question qui revient souvent et c'est une question qui travaille beaucoup les débats. Et j'assume d'avoir une position strictement pragmatique sur ce sujet et absolument pas idéologique. Et je crains que souvent les débats ne s'égarent dans des postures idéologiques qui veuillent faire de la remise en cause du système économique actuel une sorte de préalable ou de condition à la lutte contre le changement climatique. Il se trouve que mon travail de chercheur au quotidien consiste à documenter les effets du changement climatique auprès des populations vulnérables. Et que donc au quotidien, je vois les effets du changement climatique et qu'au quotidien, je réalise que nous n'avons pas le temps, et je m'excuse de le dire un peu abruptement, nous n'avons pas le temps de nous perdre dans des conversations de salon parisien sur la question de quel régime économique serait le plus approprié pour lutter contre le changement climatique. Il faut décarboner tout de suite. Et donc, je crains que si l'on commence à se perdre dans des considérations sur des trucs de croissance, décroissance, anticapitalisme, etc., je crains hélas que nous nous perdions énormément de temps et que ce temps, nous en avons absolument besoin pour décarboner au maximum l'économie, à commencer par le mix énergétique. Et c'est pour ça que j'assume de dire que je pense que le plus efficace que nous puissions faire aujourd'hui, c'est de travailler avec le système actuel et de faire ce que j'appelle du judo, c'est-à-dire d'utiliser une série d'instruments du capitalisme pour essayer d'en corriger les torts et de décarboner au maximum. Et donc en disant ça, je ne veux pas être le grand suppôt du capitalisme ou de l'ultralibéralisme, mais je constate simplement que c'est le système actuel de l'organisation de l'économie, que s'il fallait remplacer ce système, nous en aurions pour des années, en sachant que nous n'avons pas de système prêt à l'emploi en face. Et donc, je plaide pour qu'on mette en place des instruments économiques qui permettent de retourner, en quelque sorte, le capitalisme. J'en donne deux exemples. Le premier, ça serait des taux d'intérêt différenciés pour les investissements fossiles et pour les investissements décarbonés, ce qui permettrait de rendre les investissements dans les énergies fossiles beaucoup plus chers qu'ils le sont aujourd'hui, et à l'inverse, les investissements dans les énergies décarbonées beaucoup moins chers et donc beaucoup plus rentables encore qu'ils le sont aujourd'hui. Autre instrument, c'est l'idée de mettre en place une taxe carbone qui permettrait d'internaliser dans le prix des biens et services leur impact environnemental et qui pourrait d'ailleurs s'accompagner aussi d'un dividende carbone pour les biens avec un impact positif et qui permettrait de corriger effectivement ce que je vois aujourd'hui comme une distorsion du marché qui fait que le coût environnemental réel des biens et des services n'est pas inclus dans leur prix.
Alors, soyons clairs, on ne peut pas à la fois vouloir lutter contre le système capitaliste libéral et vouloir une taxe carbone. Il faut choisir. La taxe carbone, c'est l'instrument capitalistique par excellence, parce que vous allez jouer sur le prix des biens à la consommation pour essayer d'encourager ou de décourager l'achat de certains biens. Et donc, j'ai tendance à penser, vu la situation, vu l'urgence actuelle, que nous devons essayer de travailler au maximum avec le système en place, essayer d'être le plus pragmatique possible et ne pas nous perdre dans des considérations idéologiques. Si le changement climatique était un risque pour dans 50 ans ou dans 100 ans et ne se produisait pas actuellement, à ce moment-là, je vous dirais oui, essayons de repenser ensemble le système économique, voyons la manière dont le système pourrait évoluer, mais le fait est qu'il est là et que je crois que c'est précisément en mettant en place les instruments dont je viens parler qu'on parviendra aussi à le faire évoluer. Il y a quand même la nécessité, alors j'anticipe en fait sur les questions que je voulais vous poser plutôt à la fin, mais c'est pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, sur la question quand même de la sobriété que vous n'avez pas évoquée dans votre propos et qui est en fait un peu aussi le fond de cette remise en cause entre guillemets du libéralisme et de la radicalité en fait qui pourrait être nécessaire à ce changement. Comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux? Est-ce que c'est possible? Et puis surtout, quand est-ce qu'on fait le choix plutôt de la sobriété ou plutôt d'une solution technologique alternative, quoi? Alors, attention d'abord à ne pas être trop franco-français. La sobriété, c'est un sujet dont on ne parle qu'en France, et un tout petit peu en Suisse, et un tout petit peu en Belgique. Même au Québec francophone, on ne parle pas de sobriété. Et donc, quand on fait de la sobriété un axe majeur de lutte contre le changement climatique, j'entends bien et tant mieux, mais il faut être conscient que c'est un débat qui dépasse à peine les frontières de l'Hexagone. Et que d'ailleurs, partout ailleurs, on ne parle pas vraiment de sobriété, on parle plutôt de sufficiency, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et quand on en parle vraiment très très peu et de façon tout à fait marginale. Et on parlera beaucoup plus volontiers d'efficacité énergétique dans la plupart des autres pays, et même d'ailleurs pas forcément dans les pays anglo-saxons. En Italie ou en Espagne, on vous parlera d'efficacité énergétique, certainement pas de sobriété. Cela étant, je pense qu'il ne faut pas du tout opposer les solutions entre elles, et qu'aujourd'hui, on a volontiers tendance à opposer les questions de sobriété avec les questions d'efficacité énergétique. La réalité, c'est qu'il va falloir faire les deux. Il va falloir à la fois réduire notre consommation d'énergie et utiliser des énergies décarbonées pour les besoins qui resteront. Et je pense que c'est très important sur ce point, comme sur beaucoup d'autres dans le débat, de ne pas opposer les solutions entre elles, et aussi sur la question de la sobriété, de voir comment nous parvenons à lui faire un peu dépasser les frontières de l'Hexagone. Je voudrais aborder maintenant la question de la transition, toujours pour filer un peu cette thématique. Et puis après, je vous laisserai aussi lever la main et poser vos questions, parce que voilà, on est rentré là dans la discussion un peu directement dans le vif du sujet. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser. Je voudrais poser une question sur le livre de Jean-Baptiste Fresso qui est sorti récemment, Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie, qui conteste l'idée d'une transition énergétique fluide et qui propose plutôt, enfin, qui suggère plutôt une superposition des énergies en fait à ce stade. On n'est pas vraiment dans une transition, mais en fait dans une accumulation, dans une addition des nouvelles énergies par rapport à celles qui prévalaient jusqu'à présent. Quelle est votre perspective sur cette analyse? Je commence à dire que Jean-Baptiste est un excellent historien, sans doute un des meilleurs en France aujourd'hui. Le problème des historiens, c'est que généralement, leur capacité à prédire l'avenir est beaucoup plus limitée que leur capacité à décrire le passé. Et je pense que l'erreur qu'il ne faudrait pas faire, c'est de croire qu'on ne va pas parvenir à faire dans le futur ce qu'on n'est pas parvenu à faire dans le passé. Et que autant l'analyse de Jean-Baptiste est évidemment correcte sur les questions de transition énergétique précédente, et il met très bien en lumière à quel point chaque nouvelle énergie par le passé n'a pas remplacé la précédente, mais s'est ajoutée à la précédente, en requérant parfois d'ailleurs de nouvelles utilisations de la précédente. Il donne l'exemple du charbon qui remplace le bois, mais qui impose aussi davantage de déforestation, parce que pour creuser les mines et pour faire les étais dans les mines, il faut mobiliser de grandes quantités de bois. Et tout ça est très vrai, mais il y a un truc qui n'existait pas à l'époque des transitions énergétiques précédentes, et ce truc s'appelle le changement climatique. Et à mon avis, la grande faiblesse du raisonnement de Jean-Baptiste,
C'est qui fait comme si, en quelque sorte, le changement climatique ne changeait pas la donne en matière de transition énergétique. Et si on n'a pas remplacé les énergies par des autres avant, c'est parce qu'on n'y avait pas fondamentalement intérêt. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'enjeu, ce n'est pas seulement une question de superposition des énergies. L'enjeu, c'est de voir comment on va faire pour remplacer les énergies fossiles par les énergies décarbonées. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent par rapport aux thèses qu'exprime Jean-Baptiste. Et je crains malheureusement que ce type de livre, l'écho médiatique qu'il en a reçu, je dirais davantage que le propos du livre, mais l'écho qu'il en a reçu et le message qui est véhiculé autour de ce livre est un message profondément défaitiste que je vois, et je n'ai pas peur de le dire, encore plus dangereux que les messages climato-sceptiques ou populistes aujourd'hui. D'ailleurs, cette idée qu'on ne parviendra pas à y arriver, cette idée qu'il est trop tard, que ça n'arrivera pas, la réalité, et ce salon va encore le montrer aujourd'hui, c'est que, je suis désolé, mais ça arrive. Et ça arrive notamment parce que les énergies décarbonées aujourd'hui sont de plus en plus rentables. Et je crois que c'est là que des signaux comme celui que la COP28 a envoyé sont extrêmement positifs. C'est de dire très clairement la vision à long terme que nous projetons sur le mix énergétique, c'est un mix énergétique décarboné, c'est une sortie des énergies fossiles, c'est un triplement des capacités des renouvelables d'ici 2030, et que donc c'est le chemin qu'on dessine. N'imaginons pas que c'est parce qu'on ne l'a pas fait dans le passé que ça obère l'avenir. Séverine, vous aviez peut-être des questions? Oui, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur sobriété et efficacité énergétique. Et quand on vous parle d'innovation frugale, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je dirais que toutes les innovations sont bonnes à prendre. Celles qui sont frugales, davantage encore que celles qui ne le sont pas. Mais encore une fois, je ne voudrais pas qu'on imagine que l'innovation ne serait souhaitable que si elle est frugale. Je pense par exemple, et là encore j'assume une position un peu à contre-courant de la plupart de mes collègues, j'assume par exemple de dire que l'intelligence artificielle, à mon avis, va beaucoup nous aider dans la transition et va nous permettre de déployer toute une série d'outils, de faire évoluer toute une série d'usages qui vont beaucoup nous aider dans la transition. Et moi je vois l'intelligence artificielle comme une alliée très précieuse dans la transition. Et donc, je ne voudrais pas qu'on rejette toute une série d'innovations au motif qu'elles seraient trop gourmandes en énergie aujourd'hui, parce que je pense qu'il va y avoir aussi des possibilités d'évolution technologique. De nouvelles innovations, je suis. Et de nouvelles innovations qui vont faire en sorte qu'effectivement, elles vont devenir de plus en plus frugales. Je prends l'exemple des batteries dans les véhicules électriques. Et aujourd'hui, il y a un ressac terrible, d'ailleurs qui se ressent dans les ventes de véhicules électriques, sur la question des batteries en disant, voilà, les batteries sont trop lourdes, les batteries consomment trop de métaux, etc. J'ai souvenir de l'époque où les téléphones portables pesaient encore 3 kilos et se transportaient dans des mallettes et n'avaient de portable que de nom parce qu'il fallait les recharger toutes les 2 heures. Vous avez aujourd'hui chacun dans votre poche un téléphone qui a les capacités d'un ordinateur portable, qui tient en charge à peu près toute la journée et qui fait 1000 autres choses que téléphoner. Parce qu'il faut se souvenir que ces premiers téléphones portables qu'on transportait dans des mallettes ne faisaient que téléphoner. Voyons en l'espace de 20 ans le progrès technologique qui a été réalisé, y compris sur la question de la frugalité des batteries. Pourquoi est-ce que nous nous plaisons à imaginer que ces progrès technologiques qui ont été réalisés dans le passé sur des téléphones, sur des ordinateurs, sur toute une série d'instruments du quotidien, ne seraient pas possibles sur les véhicules électriques? Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui nous sommes à ce point défaitistes et pourquoi nous imaginons que ce qui est aujourd'hui gourmand en énergie le sera forcément toujours dans le futur. De la même manière, je suis désolé de dire, mais ce discours un peu imbécile sur la question de la rareté des ressources en métaux critiques et en terres rares, là encore, je ne le comprends pas. Si je prends la question du lithium, nous avons extrait l'an dernier à peu près 160 000 tonnes de lithium. On estime que les réserves prouvées en lithium, c'est-à-dire celles dont on sait qu'elles existent déjà et qu'on a déjà mesurées, sont de 20 millions de tonnes.
on estime que les réserves estimées sont au moins à 100 millions de tonnes sur la planète, et nous avons extrait l'an dernier 160 000 tonnes. Et donc, soyons très clairs, ce discours qui viserait à nous convaincre qu'il ne faut pas aller vers des solutions, notamment en matière de mobilité, de véhicules électriques, au motif qu'on va manquer de lithium, mais ça ne va pas arriver avant au moins 100 ans. Juste pour rebondir ce que vous dites, il y a une table ronde cet après-midi à 16h sur la question des métaux critiques. Donc si ça vous intéresse d'y participer, c'est moi qui l'anime en plus, donc on pourra s'y retrouver. Il y a aujourd'hui un discours très fort qui consisterait à dire que la transition serait encore parfois pire que le changement climatique. Soyons très clairs et encore une fois pragmatiques ici, je pense que nous nous obsédons à vouloir rechercher une solution parfaite et idéale. J'ai envie de vous dire, oui, la solution parfaite et idéale en matière de mobilité, c'est la marche à pied. Dès lors que vous allez devoir mettre les gens sur un vélo, dans une voiture ou sur une trottinette, vous allez forcément avoir une empreinte environnementale. L'enjeu, c'est d'essayer de réduire cette empreinte environnementale au maximum, mais je pense qu'il faut pouvoir assumer de dire que dès l'instant où vous devez transporter des gens, où vous devez fournir de l'énergie à des gens, vous n'avez pas de solution absolument pure qui n'ait aucun impact environnemental. Et aujourd'hui, on a tendance à rejeter en bloc toutes les solutions au motif de leurs défauts et de leurs imperfections. La voiture électrique, c'est pas bien parce qu'il y a une batterie. Les centrales nucléaires, c'est pas bien parce qu'il y a des déchets. Les éoliennes, c'est pas bien parce qu'il y a les paysages. Les substituts à la viande, c'est pas bien parce que c'est pas assez bio. On en arrive finalement à une situation où nous rejetons en bloc tout ce qui commence à ressembler au début d'une solution au motif que ça ne serait pas suffisamment parfait. Mais il faut assumer le fait, je crois, de dire que la solution parfaite n'existe pas. Et encore un cran plus loin, on a parfois aussi une tendance, y compris chez certains de mes collègues, à rejeter en bloc toutes sortes de solutions technologiques au motif que la technologie ne permettrait pas une remise en cause suffisante de nos usages et de nos comportements. Je crois qu'il faut pouvoir dire qu'il va falloir les deux, et qu'en plus nous pouvons être dans une courbe vertueuse où certaines évolutions technologiques vont aussi nous permettre de remettre en cause certains usages et certains comportements. Alors Séverine, et puis il y a une question à la salle après. Oui, justement, par rapport à ça, la solution, c'est finalement peut-être d'aller vers un mix énergétique raisonné, raisonnable, travailler aussi en lien avec les usages peut-être territoriaux, locaux, s'adapter et adapter le bon mix en fonction des opportunités de ressources et d'usage des différents territoires. Certainement, mais ça implique d'avoir un débat démocratique éclairé sur ce qu'est le mix énergétique le plus approprié à chaque territoire. Aujourd'hui, ce débat, il faut le dire, largement confisqué. Et je pense qu'il y a un vrai besoin, effectivement, vu l'importance démocratique qu'ont ces questions énergétiques, de ne pas en faire un débat qui soit strictement un débat technologique. C'est aussi un débat qui est fondamentalement démocratique. Sur quel type d'énergie est-ce que nous voulons donner? À combien est-ce que nous voulons fixer notre production énergétique? Quel est le degré de dépendance que nous souhaitons avoir de partenaires, de fournisseurs, de métaux critiques, de terres rares ou d'autres éléments? C'est un débat qui est fondamentalement démocratique, mais qui aujourd'hui, il faut le dire, est un peu confisqué. Et de ce fait, beaucoup de citoyens ont l'impression que le débat sur ce sujet, qui est fondamentalement important, est un débat qui leur échappe. Alors que dans d'autres pays, c'est un débat qui est relativement central. Si je prends le nouveau président du Sénégal, un de ses axes de campagne, c'était l'idée que le Sénégal aille chercher ses propres énergies fossiles. Alors, je ne suis pas en train de souhaiter que les pays du Sud aillent évidemment taper dans leurs énergies fossiles, et ça serait infiniment préférable s'ils faisaient d'autres choix. Mais je constate que ça a été un élément essentiel de la campagne électorale et que ça a fait partie du débat démocratique et que voilà, le Sénégal veut faire le choix en partie aujourd'hui d'exploiter ces hydrocarbures qu'on peut comprendre pour des raisons de souveraineté nationale, etc., qui est un choix dramatique en matière climatique, mais c'est en tout cas au moins un choix qui a été posé. C'était un peu la question que je voulais vous poser aussi sur votre vision un peu internationale des choses, parce que la planète, c'est quand même une affaire mondiale, et donc on est chacun dans notre petit pays quelque part, et finalement, entre les pays développés, sous-développés, les pays en développement, quel rôle, quelle vision, quels enjeux, quelles échelles de temps, qu'est-ce qu'on peut se donner finalement comme objectif au niveau international, parce que c'est pas si simple. C'est très compliqué. Et c'est le nœud du problème dans les négociations internationales. Et c'est pour ça que
L'accord qui est intervenu à la COP28 tient un peu du petit miracle vu la complexité de ces enjeux au niveau international. La position européenne sur les énergies fossiles est souvent une position considérée comme hypocrite par beaucoup de pays du Sud. C'est-à-dire que lorsque l'Europe dit il faut en finir avec les énergies fossiles, c'est un peu comme si moi je vous disais il faut en finir avec les cheveux longs. C'est une position facile à tenir dans mon cas, je vois, c'est facile aussi à tenir dans le cas de monsieur. Pour certaines autres personnes dans le public, ça serait plus compliqué à défendre comme position. Et donc effectivement, l'Afrique en particulier, mais aussi d'autres pays du Sud, disent écoutez, vous nous demandez d'en finir avec les énergies fossiles, alors que vous restez de gros consommateurs d'énergie fossile, et que c'est une position facile à tenir quand vous n'avez pas de pétrole, pas de gaz et presque plus de charbon. Il y a, sur cette question de la sortie des énergies fossiles, une vraie question qui, je pense, est souvent passée au bleu, c'est la question de la souveraineté. La particularité des énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables, outre la question de leur impact sur le changement climatique, c'est aussi que les énergies fossiles, ce sont des énergies que vous avez en stock dans votre sous-sol. Et donc, c'est en quelque sorte un stock énergétique qui vous appartient et qui fait partie de vos ressources nationales. Et vous pouvez savoir, à partir de l'estimation de votre réserve dans le sous-sol, combien d'énergie vous avez. Et donc, vous avez un enjeu de souveraineté énergétique qui est très fort. Passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, ça veut aussi dire que vous troquez une énergie de stock contre une énergie de flux et que vous allez utiliser une énergie qui, par nature, est hors sol. Vous allez utiliser l'eau, vous allez utiliser le vent, vous allez utiliser le soleil, vous allez utiliser des flux qui sont hors de votre sol et qui, de ce fait, ne vous appartiennent pas. Et donc, il y a une question, je dirais, de philosophie politique et de souveraineté nationale fondamentale. Et le risque, effectivement, qui est pointé par de nombreux pays du Sud, c'est qu'en acceptant de laisser leurs réserves fossiles dans leur sous-sol, ils n'abandonnent une partie de leur souveraineté nationale qu'ils n'aillent troquer contre une forme de dépendance technologique à des énergies renouvelables qui leur seraient fournies par l'Occident. Et donc la crainte, comme beaucoup de pays du Sud, c'est de perdre une partie de la souveraineté nationale qu'ils cherchent péniblement à gagner depuis des années contre une dépendance technologique, soit à l'Occident en matière de renouvelables, soit, il faut le dire, soit à la Russie en matière d'énergie nucléaire. Et donc c'est effectivement ça, effectivement, qui les inquiète, et c'est là où il y a un enjeu fondamental sur la question du transfert de technologie. Si on veut que les pays du Sud puissent laisser leurs énergies fossiles dans le sous-sol et passer directement aux énergies décarbonées, parce que, bien entendu, nous n'avons aucun droit, aucune prétention à dire aux pays du Sud, s'il vous plaît, laissez vos énergies fossiles dans votre sous-sol. Ça serait évidemment infiniment préférable d'un point de vue climatique, mais la géopolitique et notre histoire coloniale par rapport aux pays du Sud fait que nous n'avons absolument aucun droit d'exiger cela d'eux. Et c'est ça qui fait des débats très compliqués. Je prends juste un exemple qui a beaucoup agité l'actualité ici, qui continue à le faire, c'est cet oléoduc ICOP, qui va donc extraire du pétrole en Ouganda, lui faire traverser la Tanzanie et puis le mettre à l'export. Cet oléoduc, c'est une catastrophe pour le climat. Et si ce pétrole est sorti de terre, c'est une catastrophe pour le climat. D'un autre côté, si vous placez du point de vue de l'Ouganda, les réserves de pétrole qu'ils ont dans leur sous-sol équivalent à environ 12 fois leur PIB. Et l'Ouganda reste un des pays les plus pauvres du monde aujourd'hui. Et donc, quand vous discutez avec le gouvernement ougandais va vous dire, écoutez, au nom de quoi est-ce que vous nous interdiriez d'exploiter ce pétrole, alors que ce pétrole représente 12 fois la valeur de notre PIB? Si vous trouviez au fond de votre jardin un trésor en louis d'or et qu'on vous dise, attention, si vous déterrez ce trésor, vous emmenez tout le monde à la catastrophe, votre réaction logique, ça serait de dire, ok, mais qu'est-ce que vous me donnez en compensation pour que je laisse ce trésor sous terre? Et si en compensation, on vous n'offre que des indignations, des protestations et des manifestations, vous risquez de le vivre un peu mal, surtout si ces protestations viennent de gens qui vous ont déjà piqué l'argenterie dans la maison il y a 50 ans. Alors, il y avait une question de madame là-bas au fond avec les cheveux blancs. On peut lui faire passer un micro, si c'est possible. Elle va avoir du mal sinon à poser la question. Merci.
Et puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Oui. Bon, voilà. Après, on va faire circuler le micro alors. Oui, bonjour. Bon, les cheveux blancs vont prendre la parole alors. Au titre justement d'une longue expérience, probablement. En fait, j'ai deux questions. Une première, pour revenir tout à fait au début, une question très, très rapide. Vous avez mentionné deux solutions, je vais dire financières, tout à fait au début, pour l'incitation, que je veux bien croire qu'il est difficile et qu'on veuille engager un changement total, radical, soit assez illusoire. Mais qu'est-ce qui vous montre dans les 15 dernières... Sur quoi vous vous appuyez sur les 15 ou 20 dernières années pour vous dire que ces deux solutions financières, entre autres, que vous avez mentionnées, ont un espoir de réussir? Ça, c'est juste... moi, je suis un peu sceptique quand je vois ce qui s'est passé ces 15 dernières années. Ça, c'est la première question. J'en profite tout de suite pour rebondir sur le dernier point que vous avancez. Passer une énergie de flux, d'accord. Mais cette énergie de flux, comme vous l'avez mentionné un moment, suppose aussi une énergie qui va faire appel à des stocks. Et des stocks, notamment, bon, vous parliez du lithium, je suis d'accord que sur la quantité, le problème n'est pas forcément là, enfin, et pour d'autres réserves non plus. Le problème est plus un problème, je dirais, de société, qui justement, on a tellement perdu l'habitude de l'exploiter chez nous ou dans nos régions, qu'on n'est plus, quand je dis le on, c'est d'un point de vue très, très générique, société, on n'est plus prêt à accepter un certain nombre de contraintes. Et deux, qui me semble peut-être le plus dramatique, enfin le dramatique ou le plus dur, c'est aussi des questions de géopolitique derrière. Parce que si d'abord, tout le monde n'est pas à égalité sur les stocks non plus, et même si on acceptait, potentiellement la société acceptait de l'exploiter, on aurait recours à des stocks dans d'autres pays qui, d'un point de vue géopolitique, poserait des problèmes, et on en revient sur votre dernière question qui est la souveraineté. Donc tout ça est quand même un circuit très compliqué. Donc voilà. Est-ce que juste si vous pouvez vous présenter et je demanderai aux gens après pour qu'on puisse tous savoir. Donc mis à part les cheveux blancs, Sylvie Gentier. Donc j'étais directrice du programme Transition énergétique espace souterrain au BRGM, donc Bureau de recherche géologique et minière. C'est pour ça que je me permets de et je suis maintenant je suis experte sur ce domaine-là. Merci beaucoup. Attendez, je vais récupérer. Je vous laisse répondre, François. Oui, alors, deux questions très importantes. Sur la question de l'évolution des instruments financiers, est-ce qu'on va un jour parvenir à mettre en place une vraie fiscalité environnementale? Est-ce qu'on va parvenir à une réforme du système financier international? J'aime malgré tout à croire que ce sont des sujets sur lesquels on avance un peu. J'en veux une preuve. C'est la récente directive européenne sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Qui aurait cru, il y a encore 5 ans, que nous pourrions, au niveau européen, imposer aux grandes entreprises de tenir une comptabilité non seulement sur leurs performances financières, mais aussi sur leur impact social et environnemental. Et à mon avis, cette directive qui donne l'impression, y compris par son acronyme, d'être un peu un mécanisme un peu bureaucratique, de paperasse supplémentaire, transforme fondamentalement le rôle de l'entreprise dans la société et la vision qu'on peut avoir du rôle de l'entreprise dans la société. Et pour moi, il y a là vraiment quelque chose de fondamental à se dire que la performance des entreprises sera évaluée demain, non seulement à l'aune de leurs résultats financiers, mais également à l'aune de leur impact social et environnemental. Et là, je trouve qu'une transformation fondamentale. Et je veux y voir le signe que malgré tout, il est possible de faire évoluer certains des instruments de capitalisme dans la bonne direction. Alors, ce n'est qu'un début. L'étape suivante serait évidemment d'aligner la rémunération des dirigeants également sur les performances RSE de leur entreprise. Et on sait qu'il y a un très gros ressac, notamment aux États-Unis, contre cette idée même de RSE, avec ce procès complètement surréaliste qu'intente aujourd'hui l'État du Tennessee au gestionnaire d'actifs BlackRock, parce que BlackRock a désinvesti certains de ses investissements fossiles pour les mettre dans des investissements pour la transition, et que l'État du Tennessee reproche donc à BlackRock de tromper ses investisseurs en recherchant autre chose que le seul profit financier. Donc on voit qu'on a encore énormément de chemin à parcourir. Mais malgré tout, je pense que l'Europe peut jouer un rôle moteur sur l'évolution de ce capitalisme financier. Je suis d'accord avec vous qu'on en est encore très très loin, mais à mon avis, on est encore plus loin que d'abattre le capitalisme et le système de libre-échange.
Et je pense qu'il faut aussi pouvoir se dire qu'une excellente nouvelle, c'est quand même que les énergies renouvelables sont de plus en plus rentables aujourd'hui et que c'est ça qui permet aussi qu'il y a de plus en plus d'investissements dans les énergies renouvelables. Que si très clairement on n'avait pas le marché pour aider à ces investissements, on aurait du mal aujourd'hui à mobiliser suffisamment de finances publiques sur la question des énergies renouvelables. Si on devait compter uniquement sur l'investissement public dans les énergies renouvelables, sincèrement, je pense qu'on n'y arriverait pas et qu'on serait 20 ans en arrière aujourd'hui. Voilà. Maintenant, sur le deuxième volet géopolitique, je pense qu'effectivement, vous dites quelque chose de très juste, c'est que nous avons perdu l'habitude, en quelque sorte, de voir comment était fabriquée l'énergie ou les transports que nous utilisions. Et le cas et la controverse autour de l'ouverture de cette mine dans l'Allier à Échassières est très, très révélateur, puisque nous avons en France des réserves de lithium, que nous pourrions évidemment les exploiter, très vraisemblablement dans de meilleures conditions que les conditions d'exploitation au Chili, en Chine ou en Australie. Mais nous avons du mal à assumer le fait qu'il faudrait rouvrir une mine en France et que ça serait la première réouverture de mine depuis 50 ans. Je pense sincèrement, et je ne suis pas en train de vous dire qu'une mine n'a aucun impact environnemental et que c'est un truc génial pour la biodiversité, mais je pense qu'il faut pouvoir assumer qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et que si nous voulons des énergies, y compris des énergies renouvelables, il faut aussi nous donner les moyens de la production de ces énergies. Et donc c'est pour ça que je suis personnellement favorable à l'ouverture de cette mine, y compris pour des questions géopolitiques et des questions de souveraineté. Et bien entendu, tous les pays ne sont pas équitablement dotés. Cela étant, nous n'allons pas non plus avoir besoin de toutes les réserves minérales. Je ne pense pas qu'on viendra à bout des réserves de lithium sur la planète, par exemple. Et aujourd'hui, les réserves de lithium qu'on a en Europe, notamment au Portugal, en Allemagne, en Serbie et évidemment en France, doivent quand même nous permettre d'assurer une partie de la production pour les prochaines années. Et que donc, effectivement, il y a un vrai débat à avoir, y compris potentiellement avec les pays du Sud, et voir comment on peut embarquer les pays du Sud là-dedans. Parce que pour le moment, la réalité, c'est que nous allons extraire toute une série de minerais critiques dans les pays du Sud, parfois dans des conditions sociales et environnementales absolument lamentables. Je pense en particulier à l'extraction de cobalt et au travail des enfants sur l'extraction du cobalt. Et que ces ressources, ce sont aussi des ressources dont les pays du Sud auront besoin pour leur propre transition énergétique. Et donc oui, je pense qu'il faut pouvoir assumer le fait de dire qu'il faut aller utiliser une partie de ces ressources en Europe quand c'est possible. Et c'est sans compter l'économie circulaire aussi qui peut se mettre sans en place. Sans compter l'économie circulaire et au progrès, y compris sur le recyclage des batteries des véhicules électriques. On fait énormément de progrès aussi en la matière. Alors, il y avait une question de monsieur là, ensuite madame ici, et puis monsieur là. Bonjour, Thibaut Perraillon. Moi, je suis spécialisé sur les questions de transition énergétique de l'habitat, spécifiquement. Et j'avais deux questions aussi pour vous. Une première générale qui est de voir que, effectivement, les sujets de transition énergétique au sens large sont complexes et connectés à d'autres enjeux. Et notamment ceux qui ne relèvent pas des travaux du GIEC en tant que tel, mais de biodiversité d'une autre structure. Ceux de matière, on en a parlé un peu, ceux d'adaptation au changement climatique. Comment vous voyez la multidimensionnalité des enjeux? Parce que dès qu'on va parler de production d'énergie, qu'elle soit renouvelable ou autre, elle a un impact sur d'autres externalités. Première question. Et la seconde, vous avez mentionné à juste titre qu'aujourd'hui, même si le débat était un peu volé sur les questions de transition énergétique au sens large, on a un certain nombre de travaux qui sont en cours, notamment le secrétariat général à la planification écologique qui mène en ce moment des travaux et des réflexions qui sont intéressantes. Est-ce que vous avez des exemples dans d'autres pays, je pense par exemple aux Pays-Bas avec l'agriculture, où des débats de société ont été menés pour se dire qu'il faut faire des choix, puisque vous l'avez mentionné, certains choix de société sont à faire. Pour les cheveux courts ou les cheveux longs, c'est un exemple, il y en a d'autres. Et est-ce que vous voyez des perspectives intéressantes autour de ces travaux du SGPE, une prise en compte à une échelle européenne ou même internationale qui serait à même peut-être de résoudre certains des points de blocage qu'on a de ne pas aborder ces questions complexes en société aujourd'hui? Alors juste François, on va dépasser un peu l'horaire parce que je pense qu'il y a plein de questions et ça vaut le coup de les prendre. Simplement si vous pouvez faire des réponses un peu plus courtes, sans trahir votre pensée, mais en tout cas de faire des réponses un peu plus courtes. Merci. C'est compliqué parce que c'est des questions complexes. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis sans trahir votre... Vous avez des questions binaires qui demandent oui ou non quand même. Sur ce sujet, c'est vraiment une question très importante et malheureusement, je ne vois pas aujourd'hui beaucoup de travaux, effectivement, qui essayent notamment de prioriser ça. Contrairement
à la quasi-totalité de mes collègues, je ne suis pas archi-fan du concept de limite planétaire. Parce que autant il est évidemment très important de souligner les problèmes qu'on a en matière de biodiversité, de cycle de l'eau, du phosphate, de l'azote, etc., autant ce problème, la manière dont elles sont conceptualisées aujourd'hui, d'une part, donne l'impression que ces limites sont indépendantes les unes des autres, alors qu'il y a des très fortes dépendances entre ces différentes limites, et donne aussi et ne priorise pas du tout ces limites. Or, la question politique, ça va être de voir ce qu'on va prioriser à l'avenir. On est parfois très naïf d'imaginer que ce qui est bon pour le climat est forcément bon aussi pour la biodiversité et bon pour d'autres aspects environnementaux, alors qu'en réalité, on va avoir très souvent des conflits et des tensions qui vont se poser. Cette question de la mine de lithium est un bon exemple. C'est bon pour le climat, mais mauvais pour la biodiversité. Et on va voir plein d'autres exemples. Et plus on va avancer dans la transition, plus on va se heurter à des tensions entre différents enjeux environnementaux. Et il va falloir choisir, effectivement. Et c'est là, je pense, où il faut parvenir à faire évoluer le concept de limite planétaire pour montrer les interdépendances entre ces différentes limites et pour assumer aussi le fait qu'elles ne sont potentiellement pas toutes équivalentes et qu'il va falloir à un moment donné prioriser. Et ça va être une question politique fondamentale. Madame. Voilà, j'ai fait plus court. Hein. C'était parfait, merci. Si on peut continuer comme ça, ce serait génial. Merci. Je fais vite. Emeline Baume, j'ai une responsabilité territoriale. Je suis la première vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'économie. 2 questions. Une sur les emplois. En fait, il y a l'acceptabilité, le fait d'avoir des scènes de discussion, mais il y a aussi de s'y retrouver en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'habitante, habitant, dans la transition. Et j'ai eu la chance de discuter avec Olivier Luanzi, que vous devez connaître, vendredi dernier. Ce que nous renvoie en fait actuellement le gouvernement et France Compétences, c'est en fait on ne sait pas faire. On ne peut pas ajuster notre modèle de formation pour répondre là maintenant aux enjeux de pivot de l'industrie. Donc est-ce qu'il y a d'autres scènes de discussion? Est-ce que vous avez d'autres cas d'usage positifs en Italie, en Allemagne? Moi j'en ai avec des bouts de territoire, mais jamais à l'échelle nationale. Et ma deuxième question, vous y avez pour partie répondu, et puis Madame de Thénardis l'a évoqué, mais comment vous situez les échelles de discussion, comment se situe l'Europe par rapport aux autres territoires? De la petite place où je suis, j'ai vraiment le sentiment qu'on est en perte de dynamique, en train de se replier, et que quoi qu'on fasse, on ne comptera pas dans l'équation parce qu'on a le poids de notre passé colonial et qu'on n'ose plus dire, et que la COP n'est pas une scène suffisante, qu'à l'OMC, on ne peut pas poser ces questions. Donc, est-ce que vous voyez d'autres espaces? Voilà, ça c'est pour nous donner un peu de positif à cette échelle-là. Sur la question des emplois et de la formation, question essentielle. Quand on regarde les sondages d'opinion, par exemple, les Européens sont majoritairement convaincus que la transition va amener des destructions d'emplois chez eux et donc va avoir un impact négatif sur l'emploi. Tous les autres pays sont convaincus qu'au contraire, la transition est un formidable vivier d'emplois et va amener des créations d'emplois chez eux. Et donc on a un regard très différent du reste du monde sur ces questions. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'y arrive pas. Vendredi, je vais faire l'ouverture du congrès des entrepreneurs du bâtiment. Et leur motto, c'est de dire, écoutez, tout le monde nous dit qu'il faut faire la rénovation énergétique des bâtiments, et nous, on veut bien le faire, mais la réalité, c'est qu'on n'a personne pour le faire. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour attirer des gens dans les métiers du bâtiment? Et je pense qu'il faut pouvoir dire aussi avec force que les héros de la transition et les héros du climat, c'est pas juste les gens qui vont aller faire des posts sur Instagram et des vidéos sur YouTube et qui vont jeter de la peinture sur des tableaux, c'est aussi ceux qui concrètement vont aller poser les panneaux solaires, vont aller changer les châssis, vont les repeindre les toits des bâtiments blancs. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de communication dans les médias et de valorisation aussi de ces gens et de ces jeunes. Et moi, sincèrement, je le dis un peu de façon provocatrice, mais j'en peux plus de voir comme seule héroïne du climat des jeunes filles blanches issues de milieux archi privilégiés et de jamais voir de jeunes ouvriers du bâtiment, des apprentis, des gens qui sont en alternance et qui vont concrètement faire la transition. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de communication et de médiatisation de ces profils pour attirer des jeunes dans ces profils, parce que pour le moment, on n'y arrive pas. Et comme vous le dites, j'ai aussi quelques exemples de territoires qui ont plus ou moins réussi avec des trucs en alternance, avec des entreprises, etc. Mais à l'échelon national, je connais aucun pays qui aujourd'hui s'est doté d'un vrai grand plan de formation sur les emplois. Et à mon avis, c'est une vraie priorité. Sur les COP,
je pense qu'il faut absolument faire évoluer aussi le modèle des COP. Et qu'on a évidemment absolument besoin, par la nature même du problème, de forums internationaux et d'arènes de négociations internationales, mais qu'il faut les faire évoluer en intégrant d'autres acteurs aujourd'hui dans les COP et en faisant en sorte que la négociation ne soit pas juste une négociation entre gouvernements, mais puisse aussi être une négociation entre municipalités, entre territoires, puisse être une négociation entre entreprises, entre associations de la société civile, entre universités, et donc de diversifier complètement le modèle de la COP et de sortir en fait d'une logique de coopération internationale où on négocie entre nations représentées par des gouvernements pour aller à une logique de négociation et de coopération globale où on a une pluralité d'acteurs. Après, il y a juste une remarque, mais une question aussi de planification quand même qui peut s'organiser peut-être plus facilement à un niveau plus haut, quoi. Oui, et je pense qu'en fait, elle peut s'organiser aussi, comme je le disais, si on intègre d'autres acteurs. Je suis très frappé du fait qu'on voit bien qu'on se focalise sur les COP, sur le texte final, qui effectivement est souvent parfois un peu décevant parce qu'il faut contenter, que c'est un compromis entre 197 pays et que c'est compliqué. Mais par contre, quand on regarde les projets qui sont menés, les coalitions qui se créent en marge de la négociation, on a toute une série de trucs formidables qu'à mon avis, il faudrait pouvoir faire rentrer dans la COP elle-même plutôt que de la mettre juste un peu sur les bords à côté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en fait en dehors et autour de la COP est presque plus important que ce qui se passe dans la COP elle-même. Suivez le off. Monsieur, vous avez une question? Ouais, si on peut porter le micro. On va en prendre encore 2 questions. On dépassera un petit peu, mais on a un peu de temps. Ici, juste là. Oui, bonjour, Pascal Pénicaud. Nous, on est producteur de carburant durable. Et donc, on a bien compris qu'il y avait urgence à l'action. On a bien compris qu'il y avait un relatif consensus aussi sur les solutions à déployer. Et on a aussi abordé à travers le projet Imeris le fait que, concrètement derrière, ces projets, il faut les installer dans des territoires. Et moi, la question sur laquelle je voulais vous interpeller, c'est finalement, je pense que le discours qui est de dire qu'il y a globalement une logique de moindre impact à ces solutions et que les omelettes, les œufs et tout ça, c'est nécessaire. En fait, c'est pas suffisant à l'échelle d'un territoire pour qu'il accepte un projet comme celui d'Imeris, en l'occurrence, et qu'il faut réussir à poser un discours qui soit celui des bénéfices au territoire. Alors, il y a l'emploi, il y a l'investissement, mais d'accueillir ces projets de transition. Et je pense que c'est un point clé, à mon sens, si on veut pouvoir déployer dans le délai qui est le nôtre, sachant que si on sort du pétrole, on se reporte sur des ressources naturelles. Donc on touche à l'eau, à la forêt, au vent, mais on touche aussi à des symboles qui sont des symboles très forts et sur lesquels il y a un réflexe des territoires de défense par rapport à ce qui peut être perçu comme une prédation. Donc je voulais avoir un peu votre perspective là-dessus. Tout à fait, c'est très important. Et on a beaucoup d'études qui ont été faites sur notamment les éoliennes et sur la particularité française par rapport aux éoliennes où, contrairement au reste des pays d'Europe, on a une réticence très forte des territoires en France à accueillir des éoliennes. Et cette réticence s'explique en grande partie par le problème que vous avez pointé, c'est que les territoires voient potentiellement l'atteinte au paysage, enfin moi je trouve ça plutôt joli les éoliennes, mais c'est un truc dont on discute, mais ne parviennent pas à voir les bénéfices qu'ils en tirent. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qu'on va leur imposer d'en haut et qui va fournir de l'énergie à d'autres qu'à eux. Et ces études montraient que si les territoires pouvaient voir que l'énergie qu'ils retirent, qui va allumer les rues, qui va éclairer les rues ou faire tourner les industries du territoire, provient directement des éoliennes qui sont implantées sur le territoire, eh bien, l'acceptabilité de ces éoliennes augmente significativement. Et je pense que c'est exactement pareil avec toute une série de projets comme celui de la mine que vous avez mentionné et d'autres. Il va falloir absolument montrer au territoire pourquoi ils peuvent retirer des bénéfices concrets à l'implantation de ces sites de production énergétique sur leur territoire. Et c'est un enjeu absolument fondamental. Est-ce qu'il y a encore peut-être 1 ou 2 questions? Alors, plutôt si ça pouvait être une dame, ça m'arrangerait pour qu'on soit un peu dans la parité. Non? Ok. Monsieur, vous vouliez poser bah, Et puis après, il y aura une dernière question. On aura le temps d'une dernière question après.
Ok, merci. Alors moi, je voudrais revenir à des choses essentielles sur le vrai et le faux, la poésie et le discours vrai. Je vais invoquer un monsieur qui s'appelle Edgar Morin, qui disait qu'il ne faut pas raconter de l'utopie, mais qu'il faut essayer de créer de la poésie, de l'intensité et de la joie pour embarquer les gens. Et dans un podcast récent, monsieur Gémen, vous avez dit vous-même que la bataille n'est pas perdue d'avance, qu'il faut un chemin, qu'il faut embarquer les gens. Je travaille moi-même sur la décarbonation des transports et le changement de comportement pour me situer. Et ma question, c'est, si je vous ai bien donc compris à l'ENS, il faut un chemin. Donc comment on fait la synthèse entre parler vrai, dire les choses aux gens, et en même temps les embarquer dans un message de joie, de possibilité, de changement des choses, parce que entre les deux discours, soit on parle vrai et c'est anxiogène, soit on parle mal et c'est aussi anxiogène, soit on délivre des messages et on embarque les plus jeunes avec nous, ce qui pour moi est fondamental. Merci de votre point de vue là-dessus. C'est très important, et la réponse que je ferai, c'est de dire qu'il faut leur dire d'où on vient. Et que si on veut effectivement, je pense que c'est très important de se placer sur un chemin. En matière de transition énergétique, il faut dire d'où on vient. Il faut dire quel était le rendement et le prix des panneaux solaires il y a encore 15 ans. Il faut dire quel était le niveau d'investissement encore minimal dans les énergies renouvelables il y a encore 10 ou 15 ans. Sur les trajectoires de réchauffement, il faut pouvoir dire qu'au moment de la signature de l'accord de Paris, il y a maintenant 9 ans de cela, on était sur une trajectoire de réchauffement à plus 4 degrés, qu'aujourd'hui on est à plus 3. Alors on est encore très loin de plus 2 et encore plus loin de plus 1,5, mais on n'est plus non plus sur la trajectoire de réchauffement à plus 4, y compris grâce à ce qu'on a fait. Sur toute une série de sujets, je pense qu'il faut pouvoir aussi montrer les progrès que l'on a fait sur 10 ou 15 ans. En matière de formation, aujourd'hui, vous n'avez plus une seule université, une seule grande école qui ne propose pas un cours sur ces enjeux obligatoires aux étudiants de première ou de deuxième année. C'est quand même un progrès qu'on a fait aussi. Et donc, je pense qu'il faut absolument situer les choses sur un chemin, ce qui implique effectivement de voir que les objectifs sont encore très loin, mais ce qui implique aussi de dire qu'on ne part pas tout à fait de zéro. Et ça, je crois que c'est très important de le lire, y compris sur les COP. On a tendance à regarder chacune des COP comme un événement individuel, isolé du reste, et donc nous attendons sans cesse une sorte d'accord final et définitif de chaque COP, et donc on est tout le temps déçus. Alors que si on regarde le progrès des COP sur le temps long, on voit malgré tout des balises et des progrès qui ont été réalisés. Et je crois que ça, c'est très important, sur plein de sujets. Je vous encourage à lire le livre de Christian Depertuis, Carbone fossile, carbone vivant, qui explique très bien justement ça, en fait, on a passé déjà pas mal de caps et qu'il y a pas mal de caps qui sont assez facilement atteignables et qu'on n'en parle pas suffisamment. Encore un autre exemple, sur les transports. Il y a encore 5 ans d'ici, c'était socialement valorisé de se prendre en photo dans un avion ou dans un aéroport. On voit le chemin qu'on a fait sur finalement assez peu de temps. Une dernière question. Alors, madame, vous avez déjà posé une question. Monsieur, là-bas. Bonjour, Marc Chinal de lyonvideo.fr. J'aurais une question à propos de votre solution sur la taxe carbone. On le voit, dès qu'on augmente les taxes, il y a manifestation, il y a blocage. Par exemple, avec les agriculteurs. L'agriculture française sans pétrole, quelque part, n'existe plus. Donc, vous dites que vous êtes réaliste, contre la décroissance, etc. Mais je ne vois pas, vu que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, comment ça peut être une solution, la taxation du carbone. D'abord, je ne suis pas hostile à la décroissance. Je crois simplement que en faire un objectif politique n'est pas souhaitable, de la même manière que faire de la croissance économique un objectif politique n'est pas forcément souhaitable. Je pense que c'est un état de l'économie et puis c'est tout. Sur la question de la taxe carbone, effectivement, je suis bien conscient effectivement que dès lors qu'on va proposer de renchérir le prix de certains biens et services, on va avoir des hostilités dans la population. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument aussi un dividende carbone. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire baisser aussi le prix de certains biens et services dont l'impact environnemental est positif. Mais il faut absolument, et sincèrement je pense qu'on n'y arrivera pas, si on ne remet pas sur le tapis le sujet de la fiscalité environnementale. Et qu'aujourd'hui, on a une vraie distorsion qui fait que toute une série de biens et de services très carbonés coûtent beaucoup moins cher que des biens et de services moins carbonés. Et si on ne met pas sur la table cette question de la fiscalité environnementale,
on n'y arrivera jamais. Simplement, il faut le faire de la façon la plus juste, la plus équitable possible, prendre en compte ces questions sociales et le fait que pour certaines catégories de la population, toute augmentation du prix de certains biens ou de services va les mettre dans de grandes difficultés. Mais je pense qu'il faut pouvoir assumer le fait que dans l'état actuel de la fiscalité, on ne va pas parvenir à y arriver. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette séance en aparté. Il y en aura une autre demain avec Dominique Bourg et je vais y arriver, Emmanuel H. Donc on sera ravis de vous accueillir. Ça vaudra la peine de se lever aussi. Exactement. Merci à nos intervenants d'avoir participé à cet échange. Merci à vous tous pour vos questions. Et puis je vous souhaite un très bon salon pour cette première journée.